Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais me permettre de commencer par une petite page de pub pour vous présenter rapidement mes futurs stages et voyages. Donc dans l'ordre, le premier à Prague, donc il reste encore quelques places, donc du 1er au 8 juin. Le suivant, c'est le golfe de la Bretèche, au mois de juin. Alors là, il reste pas beaucoup de place. Si ça vous intéresse, il faudrait pas trop tarder. Donc c'est un endroit absolument magique. Même si vous n'êtes pas golfeur, vous pouvez y venir et y prendre beaucoup de plaisir. On y mange très bien. Les Alpes, alors là, il y a quasiment plus de place. Ça devient un petit peu compliqué. Bon, c'est pas encore tout à fait impossible, mais voilà, euh, c'est quasiment plein. Le Croisic au début septembre, donc soit 3 jours, soit une semaine. Et puis le Réveillon à Nîmes avec Philippe Toffier. Voilà, donc tout ça, vous pouvez vous renseigner facilement en allant dans l'agenda d'Amour du Bridge. Voilà. Euh, on va aujourd'hui donc faire un thème que j'aime beaucoup, assez régulièrement justement dans mes stages ou dans des stages dans les clubs ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les réveils ultérieurs. Alors c'est un chapitre qui est extrêmement important du bridge parce que ce sont des situations qui sont hyper fréquentes et alors vous allez voir que la stratégie n'est pas la même selon qu'on joue en tournoi par paire ou en match par 4, pas exactement la même en tout cas. Mais c'est absolument vital en tournoi par paire. On ne peut pas survivre dans un tournoi par paire si on ne maîtrise pas ce principe des réveils. Et même en match par 4, c'est quand même très souvent des coups de 5 ou des coups de 6. Donc, mine de rien, à la fin de l'année, ça finit quand même par faire beaucoup de points. Bon. Donc c'est vraiment un chapitre très très important. Alors il faut savoir exactement de quoi on parle quand on parle des chapitres, enfin, des réveils ultérieurs. Donc un carreau passe-passe, un cœur, ça, c'est pas un réveil ultérieur, c'est ce qu'on appelle un réveil de premier tour. Donc ça, c'est un chapitre qui n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, donc on va pas en parler. Donc nous, on va se concentrer sur les séquences où votre camp passe, c'est-à-dire que tous les deux, vous et votre partenaire, vous commencez par passer au moins une fois, et les adversaires, donc, enchérissent tous les deux tranquillement, et puis ils s'arrêtent au palier de 1 ou au palier de 2. Voilà, donc en général, c'est au palier de 2 dans un contrat à la couleur ou au palier de 1 sans atout. Bon. Alors, je ne parle pas donc de 1 sans atout passe-passe, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, voilà. Donc c'est des séquences où ils ont parlé tous les deux. Hein, il y a une ouverture, une réponse, une redemande, ou au moins une ouverture et une réponse. Et puis les adversaires donc s'arrêtent dans un contrat partiel à bas palier. Bon, en général, quand ils sont déjà au palier de 3, c'est quand même absolument rarissime de réveiller. Par contre, quand ils sont au palier de 1 ou au palier de 2, là, ça peut être donc extrêmement important. Voilà. Donc, toutes ces séquences-là, un carreau, un pic de carreau, comme celle qui est écrite là, ça pourrait aussi être un pic de pique, passe-passe, un trèfle, un cœur, un sans atout, passe-passe, etc. Voilà, toutes ces séquences-là. Voilà. Donc, vous voyez, des séquences qui sont extrêmement fréquentes, extrêmement banales, et où donc le joueur qui est en dernier, donc après 2 passes, si il passe aussi, la séquence est terminée et on joue, donc là en l'occurrence, le contrat de 2 carreaux. Si il réveille, hop, il relance la machine et tout le monde a droit à nouveau à la parole. Voilà. Alors, donc dans ces séquences-là, il faut remarquer une petite chose toute bête, c'est que le camp nord-sud, qui s'arrête dans un contrat partiel à un sans atout ou au palier de 2 à la couleur, possède en règle générale entre 18 et 22 points d'honneur. Voilà, bon. Parfois 17, 23, mais en principe rarement moins, parce que 16, ça va quand même être rare. On va dire qu'il y en a un qui a ouvert à 11 et l'autre qui a répondu à 5. Bon, je dis pas que c'est impossible, mais enfin, c'est quand même relativement rare. Et 24, c'est rare aussi parce que, en général, quand ils ont 24 points dans la ligne, ça veut dire que probablement il y en a un qui a fait un effort de manche et que donc il se retrouve pas à s'arrêter à ce palier-là. Bon, voilà. Donc là encore, c'est pas impossible qu'ils aient 24 points, mais c'est relativement rare. Donc le gros des troupes, je dirais, hein, dans ce genre de séquence, c'est situé quelque part entre 18 et 22 points d'honneur. Alors là, on va faire des mathématiques de haut vol, accrochez-vous aux branches. Si nord-sud
possède entre 18 et 22 points d'honneur, on peut en déduire que Est-Ouest possède également entre 18 et 22 points d'honneur. Voilà. Bon. Donc, et ce, quel que soit le nombre de points d'ouest de celui qui est au réveil. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de points que vous possédez dans votre main, quand vous êtes en position de réveil comme ça, n'a aucune espèce d'importance. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut vous dire, c'est que les points que vous n'avez pas sont en face. Voilà, chez votre partenaire. Ils ne sont pas chez des adversaires qui sont arrêtés à un sans atout ou à 2 carreaux. Voilà. Bon. On ne va pas partir du principe qu'on joue contre deux débutants complets qui sont en train de jouer 2 carreaux avec 26 points dans la ligne. Hein, c'est pas, voilà. Bon. Donc, on peut donc se baser sur ce calcul qui est évidemment simplissime et en déduire que votre nombre de points n'est pas un critère. Voilà. C'est-à-dire que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de critères qui vont intervenir dans la décision je réveille ou je réveille pas, mais dans ces critères, il n'y aura pas votre nombre de points. Voilà. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et votre partenaire, dans ce genre de situation, a très bien pu passer avec des mains correspondant à la valeur d'une ouverture de 12, 13, 14, 15 points d'honneur, hein, qui ne justifient pas d'intervention sur un carreau, parce qu'il a trop de carreaux, donc il ne peut pas contrer d'appel, il n'a pas de couleur suffisamment longue pour pouvoir faire une intervention à la couleur, alors 16, ça devient rare, parce que souvent il peut dire un sans atout, encore que de temps en temps il a 3 petits carreaux et que ça peut lui arriver de passer même avec 16 points. Donc, vous voyez que votre partenaire qui a passé peut très bien avoir du jeu. Voilà. Bon. Donc, vous, quand vous êtes en position de réveil, votre nombre de points n'intéresse personne. Et plus vous en avez, moins vous allez en trouver en face. Donc de toute façon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ce qui compte, c'est le nombre de points de la ligne. Et le nombre de points de la ligne, il est déterminé par les enchères de l'adversaire qui sont en train de s'arrêter dans un contrat partiel. Voilà. C'est ça qui est important. Donc, votre nombre de points, on s'en fiche. Voilà. Donc, le critère numéro 1, c'est la présence ou l'absence de fit chez les adversaires. Alors ça, vous allez voir pour 2 raisons. Ça va être ça le critère numéro 1. Ça ne sera pas le seul, mais ça sera de loin, de très très loin, le critère le plus important. Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison arithmétique. C'est lorsqu'un camp est fité, en général, l'autre aussi. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. On va partir du principe donc, que vos adversaires ont trouvé un fit à cœur. Voilà. Donc ils ont 8 cartes à cœur, à eux deux. Donc ça veut dire que vous, dans votre camp, avec les 26 cartes que vous avez à vous deux, votre partenaire et vous n'avez que 5 cartes à cœur. Donc ça veut dire qu'il vous reste 21 cartes à vous partager dans les 3 autres couleurs, pique, carreau et trèfle. Et que, mis à part le cas où vous aurez exactement 7 cartes de chaque, donc 7 cartes à pique, 7 cartes à carreau, 7 cartes à trèfle, dans tous les autres cas, vous avez, vous aussi, un fit 8e. Si le fit des adversaires est 9e, alors là, ça devient une certitude absolue. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un fit 8e dans votre ligne. Voilà. Puisque s'ils ont 9 cœurs, vous en avez plus que 4, donc il vous reste 22 cartes à partager entre 3 couleurs. Bah là, vous voyez bien qu'il y en a forcément une où vous en avez 8. Bon. Alors, j'ai un de mes élèves qui est un petit peu féru de mathématiques, qui a fait quelques calculs, et qui m'a dit que d'après ses calculs, la probabilité, donc quand on avait un fit connu chez l'adversaire, la probabilité qu'on ait un fit chez nous était d'environ 85%. Bon, moi c'était un truc que j'avais dans la tête de façon purement intuitive du fait de mon expérience de 40 et quelques années de bridge, voilà. Bon. Et donc ça a été corroboré donc, par des calculs, bon il faudrait peut-être les faire refaire par d'autres personnes, mais de toute façon, un chouïa après, ça tournera dans ces eaux-là, quelque part entre 80 et 90% de chance. Voilà. Donc c'est ça qui va être le critère le plus important. Si l'adversaire est fité, vous avez probablement un fit chez vous. Et l'autre argument, c'est que si vos adversaires sont fités, donc ils sont arrêtés à 2 cœurs par exemple, et que vous réveillez les enchères, le fait qu'ils soient fités va faire qu'ils vont avoir tendance à surenchérir et à aller à 3 cœurs. Voilà. Et en fait, le but ultime d'un réveil, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est de pousser les adversaires un cran plus haut que ce qu'ils auraient voulu. Voilà. Donc eux, ils voulaient jouer 2 cœurs. Si vous réveillez, ils vont avoir tendance à dire 3 cœurs.
Et il y a un phénomène psychologique qui va arriver là, c'est que la plupart des adversaires détestent qu'on réveille. Voilà, ça les agace. C'est-à-dire que, vous savez que la plupart des gens, le bridge, c'est jouer en face du mort. Voilà, hein, au niveau du jeu de la carte, le jouer en flanc, ça les intéresse pas. Souvent, ils ont l'impression qu'ils subissent le jeu de l'adversaire, qu'ils sont les victimes. Bon, ils s'endorment, ils fournissent à la couleur sans que ça les intéresse beaucoup. Et du coup, le seul moment où ils s'amusent, c'est quand ils sont déclarants. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une séquence toute bête du genre un pic, passe, deux pics, passe, passe? Voilà, bah, le type qui a ouvert d'un pic, il a déjà le crayon à la main, il est déjà en train d'écrire deux pics sur sa feuille. Bon, voilà. Il est tout content parce que c'est son heure de gloire. Ça va être à lui, enfin, hein, ça fait 1 heure et demie qu'il n'a pas joué un coup, il en a marre, et il va être enfin la vedette de la donne, c'est-à-dire le déclarant. Bon. Et là, il y a l'emmerdeur de gauche qui débarque à 3 carreaux. Bon, ça l'exaspère. Hein. La plupart des adversaires vont pas supporter ils vont prendre comme une agression. Vous voyez, c'est comme un vol. Voilà, c'était leur donne et le type à gauche est en train d'essayer de leur voler. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez beaucoup de joueurs, alors à tort, mais ça c'est pas votre problème, c'est leur. À tort, ils vont dire 3 piques. Voilà. Et du coup, vous avez réussi votre réveil en poussant les adversaires à 3 piques. Et quand vous faites ça toute l'année, eh ben, parfois ça ne changera rien, c'est-à-dire que le type va gagner 3 piques, bon, bah, à ce moment-là, voilà, 2 piques plus 1 ou 3 piques égales, c'est la même chose, mais vous voyez bien que dès qu'il va chuter son contrat de 3 piques, là, c'est que du bénéfice. Voilà, bon. Et que vous soyez en tournoi par paire ou un match par 4, évidemment, ça va être de toute façon un très bon coup. Voilà. Donc c'est les deux arguments qui font que c'est la présence ou l'absence de fit chez l'adversaire qui va être le truc le plus important à prendre en considération avant de réveiller ou de ne pas réveiller. Alors, le misfit aussi est contagieux. C'est-à-dire que lorsqu'un camp n'est pas fité, c'est-à-dire qu'il n'a aucune couleur de 8 cartes, c'est en général qu'il est 7-7-6-6. Bon, c'est-à-dire qu'il a 7 cartes à pique, 7 cartes à carreau, 6 cartes à cœur, 6 cartes à trèfle. Bon, mais là encore, on va faire des calculs mathématiques complexes, et on va en déduire que l'autre camp, eh ben, il est 6-6-7-7. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le misfit est contagieux. Voilà. Donc là, c'est exactement l'inverse, parce que là, les réveils sont en général des mauvaises idées. Parce que si l'adversaire était en train de jouer un contrat à la couleur, ça veut dire qu'il était en train de jouer à 7 atouts. Donc un mauvais contrat. Et en réveillant, vous allez sortir vos adversaires d'un mauvais contrat pour aller vous-même dans un mauvais contrat. Vous voyez? Qui sera lui aussi à 7 atouts. Voilà. Donc en général, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est celui qui joue qui chute. Bon, donc vous avez évidemment pas intérêt à réveiller dans cette situation-là. Et puis en plus, quand vous sortez vos adversaires d'un contrat où ils étaient misfités, c'est pas un contrat où ils étaient contents de jouer. Ils vont pas surenchérir, évidemment. Ouais, type, ils étaient à 2 piques en 5 et 2, si vous réveillez, ils vont pas aller dire 3 piques, hein, ça y a absolument aucun espoir, puisqu'ils jouaient un contrat qui leur plaisait pas. Bon, donc c'est pas pour aller en mettre une couche et aller jouer à un palier au-dessus. Ouais. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait ce qu'on appelle de la crème renversée, c'est-à-dire qu'on sort les adversaires d'un contrat qui chute pour aller nous-mêmes dans un contrat qui chute. Voilà, bon. Donc, retenez bien ça, hein, le fit et le misfit, c'est contagieux, c'est-à-dire qu'en général, ce qui est vrai pour un camp est vrai pour l'autre, dans les deux sens. Voilà. Donc c'est ça qui va être l'argument principal pour réveiller ou pas réveiller. Alors, ça va pas être le seul, mais ça va être la base. Je vous donne un petit exemple, vous êtes rouge contre vert, et vous avez donc cette main misérable de 4 points. Bon, l'adversaire de droite ouvre d'un cœur, alors à moins d'être échappé de Guantanamo, vous n'allez pas faire un 2 faible, rouge contre vert avec cette main-là. Hein. Bon, vert contre rouge, on pourrait en discuter, mais rouge contre vert, franchement, ça n'a pas de sens. Donc vous passez. L'adversaire de gauche dit 2 cœurs, passe-passe. Voilà. Et là, il y a plein de joueurs qui vont se dire chouette, 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 j'ai rien, ces deux idiots sont en train d'empailler la manche, c'est pas le moment que je réveille, parce que si je réveille, je vais les pousser à la manche. Bon. Alors ça, c'est un argument qui n'a strictement aucun sens. Voilà. Faites confiance un minimum à vos adversaires, vous ne les avez pas bousculés, ils ont enchéri paisiblement sans être gênés, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont en train d'empailler la manche. Voilà. Bon. S'ils avaient eu les points pour envisager une manche, ils n'auraient pas enchéri comme ça. Voilà. Bon. Donc, à partir de là,
vous pouvez en déduire que votre partenaire a tout le paquet. Voilà. Et pourquoi est-ce que votre partenaire n'est pas intervenu sur un cœur de cœur? Bah, regardez votre main, vous allez trouver la réponse tout simplement. Il a très vraisemblablement 3 ou 4 cartes à cœur, donc ils l'ont empêché de faire un compte d'appel, et probablement pas une palanquée de pique. Bon. Donc du coup, sa distribution ne lui a pas permis d'intervenir sur un cœur de cœur, mais ça l'empêche pas d'avoir très probablement 14 ou 15 points, hein, voire même plus. Hein, s'il a 16, 17 points, il est obligé de passer dans cette séquence s'il a 4 cartes à cœur. Oui, bon, et double ton pique, par exemple. Voilà, bon. Donc, ne vous dites pas, vos adversaires sont en train d'empailler la manche, dites-vous plutôt, ils sont fités, ils sont dans un bon contrat pour eux, ils ont 8 atouts, ils ont les points pour jouer de cœur, même si votre partenaire en a 4, hein, ils sont plus sont mal placés par rapport à celui qui en a 5. Bon, et puis qu'est-ce que c'est ces 4 cartes à cœur? Ça s'appelle Roi, Dame, Valet, 10, mais enfin pas très souvent, hein, la plupart du temps, c'est voilà, 4 cartes à cœur relativement banales, c'est probablement pas ça qui va suffire à les faire chuter de cœur. Bon. Et donc vos adversaires sont dans ce qui est pour eux un bon contrat, donc un mauvais contrat pour vous. Voilà. Vous avez les atouts, votre partenaire a les points, donc à vous deux, vous avez de quoi jouer deux piques. Voilà. Et vous avez un réveil à deux piques qui est absolument obligatoire, lumineux et sans la moindre discussion. Voilà. Hein, vous ne trouverez pas un seul bon joueur sur la planète qui passe dans cette situation-là. Voilà. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez 1000 grands joueurs au hasard, quel que soit leur pays d'origine, les 1000 vont réveiller à deux piques. Hein, bon, bah, parmi tous, sauf ceux qui sont intervenus avant, mais bon, ça c'est évidemment autre chose. Bien. Voilà. Donc, vous êtes vraiment dans une position où votre réveil à deux piques est absolument obligatoire. Alors évidemment, on va voir tout à l'heure, dans les développements, il ne faudra pas que votre partenaire oublie que vous avez passé sur un cœur. Hein. Bon, ça, on en reparlera un petit peu plus loin tout à l'heure. D'accord? Bon. Un autre exemple. Vous avez cette main-là, votre adversaire de gauche ou d'un carreau passe, sud droite dit un pique, bon, vous avez 7 points d'honneur, donc évidemment, pas question d'intervenir en second, vous passez, nord dit deux piques, passe, passe, et ça vous revient. Voilà. Et donc là, pareil, vous êtes en position de réveil. Donc, les adversaires sont certainement fités, et ils ont forcément au moins 8 cartes à pique dans la ligne, d'accord? Donc, la probabilité que votre camp possède un fit est, si on garde nos calculs de tout à l'heure, de 85%, ok? Bien. Et pourquoi est-ce que votre partenaire n'a pas parlé avant? Ben, visiblement parce qu'il doit avoir trop de carreaux. Hein. Bon, l'adversaire ouvert un carreau, vous êtes cingleton. Visiblement, votre partenaire, il a probablement 3, 4, 5 cartes à carreau. Bon. Donc, du coup, à partir de là, ça explique son silence, même s'il a du jeu. Et vous savez qu'il a forcément du jeu, parce que, avec 7 points chez vous et des adversaires qui s'arrêtent à deux piques, votre partenaire a forcément des points. Alors, combien exactement, on ne sait pas. Mais, en gros, votre ligne possède autant de jeux que les adversaires. Voilà. Donc, comme ils sont fités, ils sont dans un bon contrat, il faut se battre, il faut les sortir de là. Voilà. Et en réveillant, vous allez agacer vos adversaires, et vous avez des bonnes chances de les voir dire 3 piques. Voilà. Bon. Et à partir de là, évidemment, vous aurez plus de chances de marquer dans votre colonne si on joue 3 piques que si on joue 2 piques. Voilà. Bon. Et puis, s'ils ne disent pas 3 piques, là encore, vous avez des cœurs et des trèfles, vous avez une bonne probabilité de trouver un fit à cœur ou à trèfle. Hein, n'oubliez pas, la présence d'un fit en nord-sud rend, pas certaine, hein, mais très probable l'existence d'un fit chez vous. Et puis, à la limite, même si vous vous retrouvez à jouer un contrat à 7 atouts, à 3 trèfles ou à 3 cœurs, ce qui n'est pas impossible, c'est pas forcément grave non plus, parce que vos adversaires vont quand même avoir beaucoup de mal à vous contrer. Parce que ils n'ont pas beaucoup de jeux, ils sont arrêtés à deux piques, ils sont fités, ce qui diminue la valeur de leurs mains pour faire des levées dans un contrat chez vous, parce que leurs honneurs à pique et évidemment rapidement. Donc, c'est absolument rarissime de se faire contrer dans ce genre de situation. Voilà. Bon. Donc, même si vous jouez 3 trèfles ou 3 cœurs, -2, non contré 100, c'est peut-être encore très bon, hein, si j'avais les adversaires gagner 2 piques. Oui, bon. Donc vous voyez que même quand le réveil tombe mal, il tombe peut-être bien quand même, entre guillemets. Oui, bon. Donc ça veut dire que vraiment, là aussi, vous avez un réveil absolument obligatoire. Alors on va revoir tout à l'heure les différents types de réveils. Bon là, vous avez les deux couleurs qui manquent, vous allez évidemment faire un contre de réveil qui va donc laisser le choix à votre partenaire entre les cœurs et les trèfles. Voilà. Mais, je répète, l'idée principale de ce réveil, c'est de pousser les adversaires à 3 piques.
Alors maintenant, regardez encore un exemple, mais là, différent. Vous avez cette fois-ci beaucoup plus de jeux. Votre adversaire de gauche a ouvert d'un trèfle, passe, on a dit un pic à votre droite, et la sagesse vous a poussé à ne pas intervenir à deux cœurs, vous êtes en position de sandwich, un petit peu dangereux, vous êtes vulnérable, vous avez une distribution médiocre, bon, donc je vous impose de passer sur un pic. Moi, c'est un que je fais sans problème. Là-dessus, Nord dit un sans atout, passe-passe. Voilà. Et donc la question, c'est faut-il réveiller à deux cœurs? Alors, on va essayer de regarder tout ça. Première analyse de la situation, vos adversaires ne sont pas fités à pique. Ils n'ont pas 8 cartes à pique. Pourquoi? Parce que si Nord avait eu 4 piques, il aurait dit 2 piques et pas un 100 atout. Et si Sud avait eu 5 piques, normalement, il n'aurait pas passé sur un 100 atout. C'est rarissime de passer sur un 100 atout quand on a une majeure cinquième. Bon. Donc, vous pouvez en déduire que vos adversaires n'ont pas de fit à pique. Alors, soit ils n'ont pas de fit du tout, soit ils ont un fit caché, en général à trèfle. Hein, bon, ça c'est possible. Bien. Alors, on va essayer de regarder ce qui peut se passer selon les différents cas de figure. Alors, premier cas de figure, vos adversaires ne sont pas fités du tout. Donc, ni à pique, ça c'est sûr, ni à trèfle. Donc, s'ils ne sont pas fités, vous non plus. 9 fois sur 10. Donc, votre partenaire n'a pas de cœur. Il va donc être singleton ou doubleton. Bien. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, ça va dépendre un petit peu s'il y a 20 points dans chaque ligne, ou un peu plus chez eux, ou un peu plus chez vous. Bien. S'il y a un peu plus de points chez eux, c'est-à-dire que votre partenaire a pas grand, vous avez 12, votre partenaire a 5 ou 6. Bon. Donc les adversaires étaient à 22, 23 points. À ce moment-là, vous allez jouer donc un contrat en 5 et 2, avec 18 points dans la ligne, mettons, hein, en moyenne, et avec les cœurs le plus souvent répartis 4-2, je rappelle que c'est plus probable que 3-3, et surtout, dans ce cas-là, avec 4 cœurs derrière vous. Parce que si un adversaire a 4 cœurs, c'est pas Sud, c'est Nord. Oui, bon. Donc, je vous laisse imaginer votre sort, vous jouez 2 cœurs en 5 et 2, les atouts sont mal partagés, derrière vous, et vous avez 18 points dans la ligne. Qu'est-ce qui vous arrive? Bien. Vous avez compris, vous chutez de cœur de 2 ou 3 levées. Bien. Et de temps en temps, vous êtes contré. Voilà. Bien. Alors, donc c'est évidemment la Bérésina. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tout le monde est misfité, mais votre camp est majoritaire. Bien. C'est-à-dire que c'est possible aussi, hein, l'autre il a pu avoir 12 points, l'autre il en a 5 ou 6, et c'est votre camp qui est majoritaire. Bah, je dirais c'est presque pire. Parce que vous allez jouer deux cœurs toujours en 5-1 ou en 5-2, donc vous allez le chuter, même si vous avez 21 ou 22 points dans votre ligne. Et je dirais c'est quelque part encore pire, puisque l'adversaire chutait un sans atout, puisque c'était votre camp qui était majoritaire. Bon, donc là, crème renversée. Bien. Alors maintenant, essayons de voir l'autre côté de la lorgnette. Le cas optimiste, où vos adversaires auraient un fit à trèfle. Donc, si vos adversaires ont un fit à trèfle, à ce moment-là, vous avez peut-être un fit à cœur. C'est-à-dire que votre partenaire peut avoir 3 cartes à cœur. Pas sûr, mais c'est possible. Bien. Donc là, vous êtes a priori content parce que vous avez récupéré un fit 5-3 à cœur dans cette hypothèse-là. Mais le prix à payer, c'est que vous permettrez peut-être à vos adversaires de récupérer leur propre fit à trèfle. Et maintenant, si ils disent 3 trèfles, du coup, est-ce que l'opération va être bonne pour vous? C'est pas clair, parce que 3 cœurs en 5 et 3, on n'est pas en sécurité distributionnelle, hein, il faut 9 atouts pour être en sécurité au palier de 3. Donc vous risquez de chuter 3 cœurs si votre partenaire les dit, et si vous laissez jouer 3 trèfles, ils vont gagner probablement ce contrat de 3 trèfles, alors que si ça se trouve, grâce à vos cœurs, si votre partenaire en a 3, vous auriez peut-être fait chuter un sans atout. Ouais. Donc, même dans cette hypothèse optimiste où vous auriez un fit à cœur, ce qui est peu probable, mais pas impossible, et ben même là, l'opération n'est pas forcément très bonne, parce que vous risquez de permettre à vos adversaires de retrouver leur propre fit. Alors, vous savez, le bridge, c'est pas une science exacte. Le bridge, c'est des statistiques. Donc, si vous réveillez à deux cœurs dans cette position-là, il n'y a pas de certitude que vous allez prendre un mauvais coup. Vous pouvez prendre un bon coup, parce que parfois le bridge n'est pas moral. Voilà. Bon. Mais, à la fin de l'année, quand vous aurez réveillé 10 fois dans ce genre de situation, avec ce genre de main,
vous aurez pris 8 mauvais coups, un qui change rien, et un bon. Voilà, bon, j'exagère peut-être, mais ça sera dans ces eaux-là. Oui, 7 mauvais coups, 2 qui changent rien, parce que vous faites moins 1 à 2 cœurs, 100 contre un sans être ou égal, ou 120, alors match par 4, ça ne changera rien. Tour d'impair, ça peut changer, mais bon, un peu dans les deux sens. Voilà, donc, du coup, ça va être dans ces eaux-là. Voilà. Donc, votre bilan à la fin de l'année, il sera très mauvais, très mauvais, très mauvais. Voilà. Donc, il ne faut pas réveiller et il faut laisser l'adversaire jouer le contrat d'un 100 à tout. Je sais que ça paraît très difficile pour beaucoup de gens, voilà, mais pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Imaginons une autre séquence, ça aurait pu être un trèfle, un pique de trèfle, passe-passe, par exemple. Là, ça serait différent, parce que là, on pourrait imaginer que l'adversaire ait fité trèfle. Alors là, ça sera plus incertain. Hein. Mais donc là, du coup, le réveil à 2 cœurs reprendrait évidemment du poil à la bête. Alors, je vais vous surprendre, mais je pense qu'avec cette main-là, c'est beaucoup moins dangereux de réveiller à 3 cœurs, sinon réveiller 2 piques. Vous voyez, voilà. Alors qu'on est au palier de 3. Bon. Donc, parce que là, le fit adverse rendrait de façon hautement probable le fait que votre partenaire possède 3 cartes à cœur. Voilà, puisque vous avez un fit quelque part. Alors évidemment, de temps en temps, il est à carreau, mais la plupart du temps, il sera à cœur. Vous voyez, donc ça sera infiniment moins dangereux de réveiller, même au palier de 3, sur une séquence de fit, que au palier de 2, pardon, sur une séquence de misfit. Alors, on va terminer cette première partie avec cette main-là. Donc là, dans les deux cas, vous avez le même jeu, en ouest, et la séquence des adversaires, et donc, premier cas, un carreau, un cœur, deux cœurs, deuxième cas, un carreau, un cœur, un sans et tout. Voilà. Et dans les deux cas, vous avez les deux couleurs qui restent, hein, vous avez des piques et des trèfles. Voilà. Bon. Eh bien, dans la première séquence, le réveil, par contre, est absolument obligatoire et lumineux. Vos adversaires sont fités à cœur, donc ils sont dans un bon contrat, donc vous avez probablement un fit chez vous, et il faut essayer de les pousser à 3 cœurs. Voilà. Donc, hors de question de laisser les adversaires jouer 2 cœurs. Et là, je vous ai mis une main de 10 points, mais si je vous avais mis une main de 12 ou de 7, ça n'aurait rien changé. Ouais. Vous auriez réveillé, par contre, de la même manière. D'accord? Bon. En revanche, un carreau, un cœur, un sans atout, il n'est pas question de mettre le nez à la fenêtre. Hein, et pericoloso, sport jersey, comme il y avait marqué dans les trains de notre enfance. Voilà. Bon. Donc, pourquoi? Parce que, exactement pour la même raison que le coup d'avant, c'est-à-dire que sur la première séquence, la probabilité que votre partenaire possède soit 4 cartes à pique, soit 4 cartes à trèfle est énorme. 85% de chance minimum de trouver 4 cartes à pique ou 4 cartes à trèfle chez votre partenaire. Dans la deuxième séquence, la probabilité que votre partenaire possède 4 cartes à pique ou 4 cartes à trèfle est quasiment nulle. Voilà. Parce que vos adversaires n'ont pas trouvé de fit, donc vous non plus. Voilà. Ou alors, même principe que la donne d'avant, si votre partenaire possède 4 cartes à pique ou 4 cartes à trèfle, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est probable que vos adversaires ont 8 carreaux, qu'ils n'ont pas trouvé. Mais en réveillant, vous leur permettriez de retrouver ce fit. Et du coup, ça serait peut-être les mettre dans un contrat à 2 ou à 3 carreaux, meilleur qu'un sans et tout. Donc votre bilan, là encore, va être très mauvais sur le long terme. Vous voyez? Puisque soit on n'est pas fité, personne, et là, le réveil est catastrophique, soit ils ont un fit caché, donc on a un fit aussi, mais on peut risquer de les mettre dans un meilleur contrat. Donc là, le bilan sera moite-moite, disons. Hein. Bon, voilà. Mais comme le misfit va représenter 80% des cas, vous voyez qu'en gros, dans 80% des cas, le réveil sera mauvais, dans les 20% restants, il sera bon une fois sur deux, et mauvais une fois sur deux. Bon, donc vous voyez bien que sur l'ensemble des 100% qui vont se produire, le réveil va être absolument catastrophique. Voilà. Donc, avec cette main-là, on peut réveiller évidemment par contre sur 2 cœurs. On réveillerait aussi probablement par contre sur 2 carreaux, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Mais ça serait un petit peu moins net, mais là ça resterait encore relativement normal. Par contre, sur un sans atout, il est absolument hors de question d'aller réveiller dans ces coups-là. D'accord? Voilà. Donc, on va pour l'instant s'arrêter là dans cette première partie. J'espère que j'aurais donné envie aux non-abonnés de connaître la suite, parce que vous allez voir qu'on a encore plein de choses à regarder sur ce sujet-là. Hein, parce que,
On n'a pas fait le tour, évidemment, hein, donc il nous reste encore beaucoup de choses à faire, en particulier dans les développements, etc., comment ça se passe, les différents types de réveil, patati patata. On n'a pas encore parlé de vulnérabilité, évidemment, vous allez voir que c'est quelque chose évidemment d'important aussi dans ce sujet-là. Voilà, bon. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour la suite de la deuxième partie de ce sujet que je trouve personnellement passionnant. Voilà, à tout de suite.